Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire non cédé des peuples salish du littoral, y compris les territoires des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous rendons hommage aux ancêtres des Premières Nations de ces lieux et nous réaffirmons nos relations les uns avec les autres. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce matin et de prendre la parole. Merci au comité organisateur, aux partenaires, aux jeunes, aux représentants du réseau associatif francophone, les intervenants d'éducation, etc. Je suis ici pas nécessairement pour vous livrer une allocution, mais vous partager certaines réflexions et à partir de mes expériences pour peut-être alimenter les discussions d'aujourd'hui. J'aimerais parler de l'éducation, bien sûr, de la transmission linguistique, de l'identité et de l'insécurité linguistique. Lorsqu'on parle de la langue, lorsqu'on parle de la transmission de la langue, il est important de se rappeler que chaque personne dans cette salle a un vécu individuel et un parcours individuel et une relation particulière avec la langue. On a toute une histoire différente. Si je prends mon histoire, c'est plutôt un peu long, là, mais je vais raccourcir. Mais disons que lorsqu'on parle d'identité, on vient tous d'un milieu en particulier. Moi, je suis originaire du Manitoba. Je suis d'un petit village qui s'appelle Sainte-Anne-des-Chênes. J'ai été à une école anglophone et mon livre de sciences sociales s'intitulait « My British Heritage ». Puis, il faut comprendre que dans cette classe, il n'y avait absolument personne qui avait du British Heritage. Donc, j'ai informé ma mère de ce livre. Puis elle m'a dit, Raymond, assis-toi. Puis elle m'a expliqué que le Manitoba, ça a été fondé par Louis Riel. Mais Louis Riel, lorsque moi j'étais jeune, c'était un traître. Et maintenant, on veut réhabiliter Louis Riel. Donc, on a tous un vécu. Ça, c'est mon vécu, c'est votre vécu. On parle d'identité. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un Canadien français. Mais après 1967, j'étais devenu franco-manitobain. Et quand je suis revenu de mes études de Montréal au Manitoba, on m'a informé que j'étais maintenant un minoritaire. Mais je ne savais pas avant que je revienne au Manitoba que j'étais minoritaire. Donc, ce concept d'identité change continuellement, évolue. Et c'est important de comprendre cette évolution. Aujourd'hui, en 2019, on a célébré le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Donc, en 1969, il y avait 26 millions de citoyens au Canada. Il y en a 36-37 aujourd'hui. On ne parlait jamais de réconciliation en 1969. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réconciliation. On n'avait pas la Charte des droits et libertés en 1969. Aujourd'hui, on a la Charte des droits, on a l'article 23. La technologie, en 1969, le fax n'existait pas. Et aujourd'hui, le fax n'existe presque pas non plus parce qu'on s'en sert plus. Donc, les choses ont énormément changé depuis 50 ans. Et en 1969, j'étais adolescent. Et lorsque la loi sur les langues officielles a été proclamée, pour nous, à ce moment-là, en tant que jeunes francophones au Manitoba, c'était l'affirmation de qui on était comme individu. C'était un highlight de notre vie à l'époque-là. Et pour nous, Keith Spicer, qui est le premier commissaire aux langues officielles, était un rockstar. Okay? Pas aujourd'hui, là, mais à ce moment-là, le commissaire, pour nous, c'était un rockstar parce qu'il était là pour défendre les droits des minorités. Donc, chaque personne dans cette salle, vous avez un vécu, vous avez une relation avec la langue. Donc, lorsqu'on parle de la transmission de la langue, moi, c'est à cause de ma famille. Et la famille, bien sûr, joue un rôle crucial. Mais dans une communauté minoritaire, la transmission de la langue, c'est l'affaire de tous. La famille ne peut pas tout faire. Il y a l'école, les institutions fédérales, municipales, provinciales, il y a tout le réseau associatif. C'est une responsabilité de société d'assurer la transmission de cette langue. Aujourd'hui, bien sûr, on a des institutions en place, on a des infrastructures en place, on a des écoles, on a le Conseil scolaire francophone.
Mais on sait très bien qu'on a beaucoup de défis aussi lorsqu'on parle de l'éducation en langue française en milieu minoritaire. On a un manque de ressources, on a un manque de profs et on a un manque de reconnaissance. Très souvent, quand moi je rencontre les leaders politiques, on parle beaucoup de l'immersion, mais on parle beaucoup moins de la place de l'éducation francophone en milieu minoritaire. Mais l'école, c'est un lieu privilégié pour la transmission de la langue. Je ne vous annonce rien. Mais aussi, c'est un partenariat entre les parents, l'école et la communauté. Les parents qui sont ici aujourd'hui, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix d'éduquer vos enfants dans la langue de la minorité. Les jeunes qui sont ici, vous avez fait un choix d'aller à l'école en français. Et le fait que vous avez fait un choix, c'est déjà la première étape dans la transmission de cette langue. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère était très, très impliquée. Et encore aujourd'hui, l'implication des parents est cruciale à la transmission de cette langue. Et ça ne va jamais, jamais changer, parce qu'on est minoritaire. Donc, c'est important d'avoir cet engagement des parents. Oui, on a des progrès, mais on doit toujours, toujours être vigilant. On a des services du gouvernement fédéral, des fois. Mais ce qui est important dans la vie du quotidien, c'est quel service est-ce qu'on reçoit de la province? Quel service est-ce qu'on reçoit des municipalités? C'est là que ça se joue. Donc, au courant des dernières décennies, lorsqu'on parle du système éducatif, on reconnaît que l'éducation en milieu minoritaire a une double mission. Il y a cette mission identitaire, évidemment, et cette mission culturelle, et cette mission de transmettre, bien sûr, des savoirs et des connaissances. Et ceci nécessite des ressources particulières, et on a énormément de défis à aller chercher ces ressources. Le rôle des enseignants. Vous savez, dans l'histoire de l'éducation en langue française au Canada, ce sont les enseignants qui ont toujours défendu l'enseignement en langue française, que ce soit les communautés religieuses, peu importe. Sans les enseignants, on ne serait pas aujourd'hui où ce qu'on est rendu en termes de français en éducation. Le rôle des enseignants est extrêmement important. L'enseignant est un passeur culturel. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai une petite fille, elle a 10 ans, là, mais à l'âge de 7 ans, elle revient de l'école. Elle dit, grand-papa, là, nous, on n'aime pas Donald Trump. Je dis, je ne pense pas qu'à l'école, que les enfants dans un cercle de lecture à 7 ans vont parler de Donald Trump. Donc, il y a quelqu'un qui passe des messages concernant Donald Trump. Donc, les jeunes, ils apprennent ça, ils captent ça, ils absorbent ça. Donc, le rôle de l'enseignant est extrêmement important comme passeur culturel. Le rôle de la direction des écoles. Et là, je ne donne pas un exemple nécessairement qui vient du milieu francophone. Mais en Ontario, on avait un système de statistiques. Puis on pouvait démontrer qu'il y avait une école X, Y, qui avait les mêmes facteurs, les mêmes variables socio-économiques. Une école réussissait bien, l'autre école ne réussissait pas très bien. Puis quand on faisait une analyse du pourquoi, c'était le leadership au sein de l'école. Donc, les directions d'école jouent un rôle crucial pour assurer la réalisation de cette double mission. Donc, en résumé, vous allez sans doute en parler, vous vivez ça tous les jours, mais l'éducation est là pour aider à construire l'identité, à définir et reconnaître en tant que francophone, et on veut parler tantôt de comment est-ce qu'on se définit, comment est-ce qu'on s'appelle, développer un sentiment d'appartenance à sa langue et sa culture. Donc, l'éducation est primordiale, c'est le cœur c'est au cœur des activités nécessaires pour la transmission. On doit développer une culture de collaboration avec les parents, avec les associations, développer un nombre interconnecté. Aussi, le français doit être vécu au-delà de la langue de l'instruction, au-delà de la salle de classe. Et là-dessus, je vous donne deux petites anecdotes. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un enfant en première année. Okay? Puis j'ai posé la question, pourquoi est-ce que tu parles le français? Elle dit, parce que c'est ma langue officielle. Je dis,
langue officielle. Je dis, peux-tu dire un peu plus, là? Ben, elle dit, mon père me dit que c'est ma langue officielle. Donc, mais il faut élargir les contextes. Un autre exemple, c'est j'ai une nièce qui est en immersion. Et puis, elle vient chez moi, puis elle me pose la question, elle dit, mon oncle, pourquoi est-ce que tu parles français à la maison? Parce que dans sa tête, le français, c'est uniquement la langue de l'école. Donc, on doit élargir les espaces francophones. On doit élargir les espaces où les jeunes peuvent communiquer, peuvent parler. Et c'est quand même un des grands défis dans nos communautés minoritaires, c'est qu'on n'a pas ces espaces francophones. On doit les créer. J'aimerais aussi parler de l'identité et de l'insécurité linguistique chez les jeunes. Évidemment, je ne suis pas jeune, donc c'est difficile pour moi de parler de l'insécurité chez les jeunes. Par contre, au mois de novembre, on a eu une conférence à Ottawa où on a rassemblé une quarantaine de jeunes un peu partout au Canada, de 18 à 25 ans, pour parler justement de leur identité, de parler de l'insécurité linguistique. Et ce qu'on a entendu, parce que c'est les jeunes qui vont véhiculer la langue à l'avenir. C'est eux qui vont être responsables de la transmission. Donc, c'est important de comprendre un peu leur relation avec la langue. Et certains, par exemple, disaient, bien, ils font une distinction entre l'identité linguistique et l'identité culturelle. Certains, pour eux, la langue seconde, c'est un volet de leur identité, la langue maternelle, c'est un autre volet. Donc, on parle beaucoup d'identité complexe. C'est pas comme dans mon temps, quand j'étais Canadien-Français, qui voulait dire catholique, francophone, puis on supportait les Canadiens de Montréal. C'est ça que ça voulait dire. Donc, mais aujourd'hui, on a des identités beaucoup plus complexes. Et étant donné, des fois, si on prend par exemple un foyer exogame, on parle de diversité, on parle d'inclusion, etc. Donc, et pour les jeunes aussi, le terme dualité linguistique était vu comme étant trop binaire. C'est-à-dire, c'est l'un ou l'autre. Tandis que des fois, l'identité est beaucoup plus fluide. Si je prends encore une fois un exemple personnel, mes enfants, bien sûr, étaient à l'école française. Par contre, mes petits-enfants sont autochtones. Donc, ça ajoute un niveau de complexité identitaire chez nous. OK? Donc, l'avenir, c'est des identités complexes, c'est des identités multiples, etc. Un jeune nous a dit, la dualité linguistique nous force à choisir une case francophone ou anglophone dans laquelle tu es né. Le bilinguisme permet de choisir les deux. Et lorsqu'on parle de Statistique Canada, on n'en parle pas, mais maintenant j'en parle, on parle de Statistique Canada. Souvent, ils n'ont pas les bonnes questions pour bien identifier où sont les francophones, où sont les endroits, etc. C'est trop binaire, c'est trop blanc et noir. Donc, pour les jeunes, souvent, l'utilité de la langue, ça dépend du contexte, d'où l'importance de donner des contextes, de fournir des contextes où sont en mesure d'utiliser les deux langues. Je ne veux pas parler de Denise Bombardier, là. Mais je vais en parler quand même. Mais lorsqu'on parle de l'insécurité linguistique, vraiment, on doit penser un peu aux propos de Mme Bombardier. Vous savez, l'insécurité linguistique, c'est tout le monde. Je ne sais pas si on souffre de l'insécurité linguistique, mais seulement on a une relation avec l'insécurité linguistique. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait un modèle, les gens de ma génération, il s'appelait Pierre et Trudeau. Tout le monde parle comme Pierre et Trudeau pour être vraiment bilingue, mais c'est impossible. Il y avait un Pierre et Trudeau qui était réellement bilingue. Donc, l'insécurité linguistique, c'est quelle est la relation qu'on a avec une ou deux langues? Et souvent, c'est un malaise. On sent mal à l'aise d'utiliser une ou l'autre langue, dépendant du contexte. Et ce n'est pas unique aux jeunes. On a fait un sondage auprès de 11 000 fonctionnaires de la fonction publique fédérale et l'insécurité est très présente. C'est qu'on est mal à l'aise, on se sent... On ne veut pas être jugé pour la qualité de notre langue. Et c'est... veut pas... L'insécurité linguistique, c'est réellement
un défi aujourd'hui. On doit surmonter cette insécurité pour permettre aux gens de s'exprimer comme ils le veulent, comme ils le peuvent. Et c'est important parce que si on limite les types d'expression, on va limiter l'expression. Donc, les jeunes, et non seulement les jeunes, mais toute personne à milieu minoritaire doit comprendre ce concept et dire, OK, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. C'est plein de personnes dans cette salle, quand on parle l'anglais ou le français, dépendant de la situation, on est moins confortable. Et puis, on est tous comme ça. Mais je pense que le fait qu'on a maintenant... Combien de temps? OK. OK. Maintenant qu'on a identifié, on a nommé le concept, on a nommé le phénomène. Maintenant, on peut l'étudier, on peut le comprendre, on peut y trouver des solutions. La solution, ce n'est pas nécessairement de dire qu'on va donner des cours. Il faut comprendre que on vit dans une société qui évolue, le contexte socio-linguistique évolue, puis on doit conjuguer avec ce contexte. L'insécurité linguistique, pour plusieurs, c'est l'obstacle majeur pour parfaire la connaissance dans une langue ou dans l'autre. Ça bloque carrément. C'est un malaise, c'est une gêne. Les fonctionnaires, le défi, puis je dirais que c'est peut-être le même défi chez les jeunes, c'est que lorsqu'on fait une présentation dans sa langue seconde, on veut s'assurer qu'on va bien expliquer, qu'on va bien articuler, qu'on est vu comme étant compétent. Et très souvent, on se sent comme si on est perçu comme étant incompétent. Donc, c'est l'estime de soi, c'est très, très fort. Donc, l'insécurité linguistique, on doit continuer à faire de la recherche, à mieux comprendre, faire des études qualitatives en termes de qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes. Donc, en conclusion, je pense qu'il est important, c'est... je vais revenir tantôt, comme j'ai dit tantôt, la transmission de la langue, c'est l'affaire de tout le monde. En milieu minoritaire, c'est pas juste aux parents, c'est pas juste à l'école. Il faut que la communauté soit interconnectée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un samedi, et puis le fait que vous êtes ici, que vous représentez tous les segments de la société franco-colombienne, c'est un engagement. Donc, on a dans cette salle les réseaux nécessaires pour travailler et assurer la transmission de cette langue. J'ai beaucoup appris des jeunes à Ottawa. Un, c'est le message, c'est qu'il faut être ouvert, il faut être inclusif. Et le fait d'être au Canada, c'est un privilège. Le fait d'avoir 2 langues officielles, c'est un privilège. Et c'est à cette nouvelle génération de construire des nouvelles communautés. Et je pense qu'on doit être fiers de la contribution de nos jeunes. Il faut être fier de la façon qu'on parle, il faut être fier de qui on est. Donc, le dernier message, c'est qu'il faut être vigilant. Un droit qui n'est pas utilisé, c'est un droit qui va se perdre. Et je lisais ce matin, dans le Devoir, qu'un député de Calgary a dit, bien, on parle beaucoup trop du Québec et du bilinguisme au Canada. On devrait arrêter de parler de ça. Que ce n'est pas nécessaire que le chef du parti soit bilingue. Donc, je vous dis, là-dessus, soyez vigilants. Merci.